Mardi 8 février, Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite les titres de ce journal. Au Proche-Orient, opération de liquidation ciblée menée par les forces spéciales de l'entité sioniste. 3 militants du mouvement Fatah tués à Naplouse, en Cisjordanie occupée. Mali, vive tension entre Bamako et Paris. Le Premier ministre malien accuse la France de vouloir diviser son pays à travers la force militaire Takuba. Commémoration du 64e anniversaire des massacres de Sakiet Sidi Youssef à la frontière algéro-tunisienne. Les liens entre les deux pays scellés par le sang des martyrs. Coup d'envoi à Vienne des négociations sur le nucléaire iranien. Téhéran exige une position claire des Occidentaux. Nous le disions à l'instant, des exactions de l'armée de l'entité sioniste se poursuivent contre les militants palestiniens. Aujourd'hui, en Cisjordanie occupée, plus précisément dans la région de Naplouse, 3 Palestiniens ont été éliminés de sang-froid dans leur véhicule. L'indignation est générale au sein de la classe politique palestinienne. Leïla Gertal. C'est sans état d'âme et sans surprise que l'armée sioniste annonce l'assassinat de 3 Palestiniens qualifiés de terroristes. L'autorité palestinienne a dénoncé un crime brutal et odieux, reflétant la brutalité et le racisme de l'entité sioniste. Le ministère de la Santé de l'autorité a confirmé la triste nouvelle. Les médias palestiniens parlent d'assassinat, précisant que les forces de l'occupation avaient tout simplement tiré sur le véhicule transportant les 3 Palestiniens. Il s'agit bel et bien de tirs ciblés, ne laissant aucune place au doute. Les réactions ont été immédiates. Le Hamas appelle à une participation massive aux funérailles pour envoyer, je cite, le message que la résistance est notre voie pour reprendre les droits qui nous ont été retirés, a déclaré Hamas. Sami Abou Shahada, député de la liste arabe unie, a dénoncé l'assassinat des Palestiniens, le qualifiant d'exécution extrajudiciaire. C'est un crime grave, a-t-il dit, qui s'ajoute au crime quotidien de l'occupation israélienne. Sami Abou Shahada a également présenté un véritable réquisitoire contre la presse pour avoir accepté le récit de l'armée et de s'en faire constamment l'écho dans tous les médias. Des médias qui parlent tous de terroristes abattus. Les 3 victimes, Ibrahim Nabulsi, Adham Mabrouk et Mohamed Dakhil, appartiennent aux brigades des martyrs d'Al-Aqsa au sein du Fatah. Ce genre d'attaque ciblée n'est pas nouveau dans les territoires occupés. L'armée de l'occupation sioniste est même passée maître en la matière. Ce qui fait dire amèrement au ministre des Affaires étrangères palestinien que le silence de la communauté internationale sur les violations de l'occupant sioniste est devenu une couverture pour ces crimes. Et au nord-est de la Cisjordanie occupée, 7 familles palestiniennes ont été expulsées de leur maison. L'armée sioniste a procédé à ces expulsions dans la vallée du Jourdain sous prétexte de mener des exercices militaires. Elle a eu recours à des véhicules blindés et des chars pour entamer ces mêmes exercices dans plusieurs sites de la vallée du Jourdain. En Irak, l'élection présidentielle reportée jusqu'à nouvel ordre pour cause un boycott massif des parlementaires censés élire le futur président irakien. Les 3 partis les plus influents ont refusé de prendre part à l'élection. Safwan Ben Sabri. Une vague de boycott des parlementaires aura eu raison des élections présidentielles irakiennes prévues initialement le lundi 7 février. Seuls 58 députés étaient présents lundi sur les 329 qui composent le Parlement, loin du quorum de 2/3 nécessaire pour que le vote puisse avoir lieu. Les principaux partis de la scène politique irakienne ont décidé de boycotter le scrutin. Le parti de l'imam chiite Muqtada Sadr, la coalition de souveraineté du président du Parlement Mohammed al-Halboussi, ainsi que le Parti démocratique du Kurdistan ont à leur tour annoncé leur retrait. Les 3 partis représentent à eux 3 155 députés. Dans le camp adverse, le cadre de coordination qui rassemble plusieurs partis chiites proches de l'Iran, un refus de participer a été annoncé la veille du scrutin.
Ainsi, bien que polarisés, les partis politiques traditionnellement opposés se sont mis d'accord sur le report de l'élection, faute d'avoir trouvé un compromis national permettant de doter le pays d'un président. L'annulation et le report jusqu'à nouvel ordre de ce rendez-vous électoral majeur risquent d'aggraver la crise politique dans laquelle se trouve le pays. Pour rappel, en 2021, le Premier ministre Mustafa Al-Kazimi avait échappé à une tentative d'assassinat qui témoigne du climat politique que connaît le pays actuellement. Et direction l'Afrique pour parler du procès Sankara. Le parquet militaire a requis 30 ans de prison ferme contre Blaise Compaoré. Le parquet militaire a demandé au tribunal de reconnaître Blaise Compaoré justement coupable d'attentat à la sûreté de l'État, de recel de cadavres et de complicité d'assassinat. Accusé d'être le principal commanditaire à l'assassinat de son prédécesseur Thomas Sankara, Blaise Compaoré est actuellement en exil en Côte d'Ivoire. Et le torchon brûle entre Bamako et Paris. Le Premier ministre malien monte au créneau. Il accuse la France, initiatrice des forces Barkhane et Takuba, de vouloir diviser son pays. Selon Choguel Kokala Maïga, l'appellation Takuba n'est pas fortuite. Elle signifie sabre en Songhai et en Tamtakesh. Souad Ben Batouche. Loin d'être le fruit du hasard, la présence de Takuba dévoile ses secrets. Selon le Premier ministre malien, nous savons ce qui se cache derrière cette force, déclare ouvertement Choguel Kokala Maïga hier soir devant un parterre de diplomates accrédités dans son pays. Les autorités actuelles ont aussi en mémoire l'interdiction faite en 2013 par les autorités françaises à l'armée malienne d'occuper une partie du territoire national. On se rappelle en effet que cette intervention, après avoir aidé en un premier temps à repousser les groupes terroristes, après 7 ans d'allégresse, l'intervention s'est mise en un deuxième temps en une opération de partition de fait du Mali. Pour le chef de l'exécutif de la transition, le Mali n'a pas besoin de division ou de partition. Il mérite plutôt la solidarité et non des sanctions dans sa lutte contre le terrorisme, les défis climatiques, économiques et sanitaires. Il qualifie une nouvelle fois d'illégitimes et d'illégales les sanctions prises par la CEDEAO, une organisation instrumentalisée par la France selon Bamako. Il a été décrété des mesures injustes et sauvages dont l'objectif est d'asphyxier le Mali, de le présenter comme un paria parmi les nations sœurs, avec l'objectif inavoué et inavouable, à court terme, d'asphyxier l'économie. Dans ce contexte de tension entre le Mali et la France, Choguel Kokala Maïga n'a pas manqué de rappeler que le temps de l'esclavage est révolu, faisant allusion à la colonisation française en Afrique. Et on reste au Mali où le Conseil national de la transition est convoqué en session extraordinaire. Sa mission, lancer le processus de relecture de la charte de la transition pour sortir du vide constitutionnel. Il s'agit notamment de la suppression du poste de vice-président pour éviter les duplications des missions, de la réduction du nombre des membres du Conseil national de transition pour renforcer davantage l'inclusivité autour du projet de refondation de l'État et enfin l'adaptation de la durée de la transition aux recommandations des Assises nationales de la refondation. Nous le disions en titre, il y a plus de 60 ans, la Tunisie a payé de la tribu du sang pour son soutien indéfectible à l'Algérie, Sarat Sidi Youssef, ou le souvenir inaliénable d'un massacre contre l'humanité. Tininen Makassi. C'est chevillé au corps que l'Algérie portera le rêve de la libération nationale. Dans sa lutte, elle pourra compter sur ses voisins et ses alliés du Grand Maghreb. La France, de son côté, était prête à user de tous les moyens pour endiguer ce qu'elle nommait les félagas, mais aussi leur soutien. Alors que la guerre de libération nationale bat son plein, la Tunisie, fraîchement indépendante, opte pour une politique de solidarité avec le peuple algérien et devient une base arrière pour la résistance algérienne. Ce que la France n'accepte pas et décide par la voix du général Edmond Jouan de lui faire payer son engagement aux côtés de ce peuple frère. Ainsi, ce fameux 8 février 1958, le village nommé Sarat Sidi Youssef à la frontière algéro-tunisienne est lourdement bombardé par l'armée française. Les victimes, toutes des civils, principalement des femmes et des enfants. Face à la violence des massacres, la presse internationale présente en Tunisie décide de se faire la vitrine de ce crime contre l'humanité, dévoilant ainsi le dernier degré de sauvagerie du colonialisme français.
Les massacres de Sakiet Sidi Youssef, ce douloureux souvenir restera dans les mémoires collectives algéro-tunisiennes comme une empreinte indélébile d'une fraternité écrite avec le sang des martyrs. Et le Front social marocain qui appelle à l'organisation de plusieurs sit-ins pour commémorer le 11e anniversaire du lancement du mouvement du 20 février. Des sit-ins de protestation dans plusieurs villes du royaume. Face à la poursuite par le régime du Marzène de sa politique de libéralisme sauvage, cette commémoration intervient dans un contexte marqué par le besoin urgent de créer un front similaire. D'après le Front social marocain, il a aussi appelé à une marche nationale contre la cherté de la vie, les restrictions des libertés, les arrestations politiques et les poursuites judiciaires. Et le Parlement libyen qui s'active et donne rendez-vous jeudi pour choisir qui des deux candidats, Fethi Bachara ou Khaled El-Beibès, sera Premier ministre du nouveau gouvernement. Une démarche qui ne trouve pas d'écho du côté de Tripoli. Leïla Gertal. L'appel et l'audition des candidats à la candidature pour la chefferie du gouvernement ont abouti sur 2 noms. Il s'agit de Fethi Bachara et de Khaled El-Beibès. Tous deux ont présenté leur programme disant vouloir mettre un terme aux dissensions dans le pays. Prévue aujourd'hui, la séance qui choisira un nouveau Premier ministre est reportée pour jeudi, portant en elle le risque de voir le pays scindé en 2 parties et dirigé par 2 gouvernements parallèles, renvoyant ainsi au scénario de 2014 entre Fayez Sarraj et Khalifa Haftar. Le gouvernement libyen basé à Tripoli, avec à sa tête Abdelhamid Dbeiba, ne l'entend pas de cette oreille, voire ne l'entend pas du tout. Dbeiba gère ses affaires courantes, faisant très peu de cas des décisions du Parlement, alors que le Parlement estime que le mandat de l'exécutif a expiré avec le report des élections. Abdelhamid Dbeiba affirme qu'il ne cédera le pouvoir qu'à un gouvernement sorti des urnes. Un véritable dialogue de sourds s'installe entre Tobrouk et Tripoli, aux discours diamétralement opposés. Et pour Abdelkader Soufi, docteur et chercheur dans les questions stratégiques et sécuritaires, cette situation pourrait envenimer le paysage politique. D'après lui, l'approche algérienne n'est pas à exclure dans la question libyenne, même si le règlement reste interlibyen. On écoute. La question libyenne doit être trouvée au niveau du parterre libyen, entre Libyens. Et c'est pourquoi je crois que l'approche de l'Algérie est sage en demandant aux partis libyens de trouver une solution typiquement libyenne, quelle qu'elle soit. Il est vrai, certes, que l'Union européenne a ramené une approche. Pourquoi ne pas revenir justement à cette feuille de route qui a été établie par l'Algérie, qui est vraiment neutre, qui se met à équidistance. Allons de ce principe-là, ce sera aux urnes de parler. Et le bilan s'alourdit à Madagascar suite au passage du cyclone Batsirai. 21 morts et plus de 70 000 déplacés. La tempête a quitté l'île. Les dégâts sont considérables. Le grenier à riz du centre de Madagascar a été ravagé, faisant craindre à l'ONU une aggravation de la crise humanitaire qui touche le pays. La grande île de l'océan Indien, qui compte près de 28 millions d'habitants, était déjà sous le choc d'une tempête tropicale, Anna, qui avait fait 55 morts fin janvier. Dans le dossier santé Covid-19, après une baisse significative des contaminations au coronavirus ces derniers jours en Algérie, une légère hausse est observée selon le dernier bilan du ministère de la Santé. 610 nouveaux cas positifs enregistrés, 494 guérisons et 13 décès sont également signalés. Et les manifestations au Canada contre les mesures sanitaires se poursuivent dans la capitale, assiégée par des camionneurs. Le maire d'Ottawa demande de l'aide aux autorités fédérales. Justin Trudeau, le Premier ministre, lui, monte au créneau. Neila Hamouda. La situation semble dans l'impasse à Ottawa. Alors que le convoi de la liberté des camionneurs fait subir un siège à la capitale canadienne, Justin Trudeau, le Premier ministre, sort de son silence. Il accuse les camionneurs de bloquer la démocratie. Des individus tentent de bloquer notre économie, notre démocratie et la vie quotidienne de nos concitoyens. Il faut que ça cesse. Le gouvernement fédéral sera là avec toutes les ressources dont la province et la ville ont besoin dans cette situation. Cette pandémie a été nulle pour tous les Canadiens. Ils savent que la seule façon d'en sortir, c'est de continuer à écouter la science.
Installés dans la capitale fédérale depuis fin janvier, les camionneurs n'en démordent pas. Ils réclament toujours la fin des mesures sanitaires au Canada. Hors de contrôle, le maire d'Ottawa a sollicité le gouvernement à nommer un médiateur pour entamer des discussions avec les protestataires. La veille, il avait déclaré l'état d'urgence. Sous le feu des critiques, pour n'avoir pas su empêcher la paralysie de la capitale, les autorités policières durcissent le temps. Elles ont annoncé que tout soutien matériel apporté aux manifestants est désormais passible de prison. Des mesures drastiques pour limiter le ravitaillement en carburant ont été prises, mais qui ne découragent pas les protestataires. Le mouvement baptisé Convoi de la liberté protestait à l'origine contre l'obligation pour les camionneurs de se faire vacciner pour franchir la frontière avec les États-Unis. Mais depuis, la contestation s'est élargie. Elle vise l'ensemble des restrictions sanitaires. Et le Chili qui annonce avoir lancé sa campagne nationale de 4e dose de vaccin contre la Covid-19, réservée dans un premier temps aux personnes âgées de plus de 55 ans, alors que le pays est confronté à une nouvelle vague de contamination massive. Et on revient en Europe pour parler de ce nouveau round de discussion qui s'est ouvert ce mardi à Vienne, en Autriche. Objectif, ramener les États-Unis et l'Iran à des négociations directes. Les pourparlers reprennent sous médiation européenne dans l'espoir de trouver un accord sur ce dossier brûlant. Sofiane Baroudier. Un nouveau round de négociations sur le nucléaire iranien s'ouvre dans la capitale autrichienne. L'Union européenne, chargée de la coordination, a exprimé dans une déclaration que les parties impliquées allaient continuer les discussions. Les pourparlers indirects entre Téhéran et Washington ont été repris au printemps dernier. Pour rappel, les États-Unis s'étaient retirés unilatéralement des négociations en 2018 sous l'impulsion de l'ancien président Donald Trump. Joe Biden a pour sa part affirmé à plusieurs reprises qu'il souhaitait un retour à l'accord et son administration dit vouloir des négociations directes avec Téhéran. La dernière visite de l'émir du Qatar à la Maison-Blanche en était probablement un préalable selon certains analystes. La Russie, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et la Chine participent directement aux négociations de Vienne avec l'Iran. À ce propos, le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que, je cite, l'Occident devait prendre une décision ferme et sérieuse en vue de la suspension des sanctions et démontrer leur volonté de s'écarter des politiques erronées de l'ex-administration américaine. Le chef de la diplomatie iranienne, dans un appel avec son homologue chinois, a tenu à remercier Pékin pour ses positions de soutien à Téhéran dans les pourparlers de Vienne. Wang Yi a exprimé pour sa part que la sortie américaine de l'accord sur le nucléaire a conduit, je cite, à des dommages et constitue une transgression des droits légitimes de l'Iran. Les négociations sur le nucléaire iranien reprennent dans une atmosphère chargée de tensions sous le poids de la crise ukrainienne qui menace le vieux continent. La conjoncture dans le Golfe et au Moyen-Orient se trouble à vue d'œil et le défi de la paix et de la stabilité se pose plus que jamais avec acuité. Et dans le dossier russo-ukrainien, le président français Emmanuel Macron a rencontré son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à Kiev. Les deux hommes se sont entretenus durant 3 heures de pourparlers. Macron déclare qu'il est possible de faire avancer les négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine. De son côté, Volodymyr Zelensky annonce s'attendre à la tenue prochaine d'un sommet avec les dirigeants russes, français et allemands sur justement la crise ukrainienne. On écoute à ce sujet Emmanuel Macron, le président français. Sur la base de ce double engagement, russe et ukrainien, nous avons désormais la possibilité de faire avancer ces négociations. Et le président américain Joe Biden et le chancelier allemand Olaf Scholz ont vanté leur harmonie hier à Washington dans la crise autour de l'Ukraine. Mais malgré le front uni face à la Russie, ils n'ont pas vraiment réussi à parler de la même voix sur le gazoduc Nord Stream 2. Si la Russie envahit l'Ukraine, cela veut dire des chars et des troupes qui traversent la frontière de l'Ukraine. Encore une fois, alors il n'y aura plus de Nord Stream 2, nous y mettrons fin. C'est ce qu'a déclaré Joe Biden au sujet de ce gazoduc reliant la Russie à l'Allemagne.
Comme dans tous les pays en Europe, le prix du carburant a fortement augmenté. En Suède, le mécontentement de la population prend de l'ampleur au point où la page Facebook devenue la plus populaire du pays est celle de la révolte du carburant. Elle réunit plus de 60 000 partisans. Des manifestations importantes dans tout le pays ont déjà été organisées cet automne grâce à cette page. Et en Belgique, 13 personnes ont été arrêtées dans le cadre d'une opération de la justice antiterroriste. 13 perquisitions ont été menées au nord du pays, à Anvers. D'après le parquet fédéral belge, il s'agit d'une cellule liée à la mouvance salafiste terroriste. Aucune précision n'a été donnée sur les activités suspectes ayant conduit à ce coup de filet. Et il a été contesté par les opposants pour son maintien en poste au-delà du 7 février. Le Premier ministre haïtien Ariel Henry a renouvelé son projet d'organiser au plus tôt des élections ainsi qu'une consultation populaire pour l'adoption d'une nouvelle constitution. Le Premier ministre haïtien justifie son maintien au pouvoir en plein vide juridique 7 mois après l'assassinat du président Jovenel Moïse, estimant que la crise dans ce pays ne permettait pas de distraction politicienne. Et dans le dossier économie, la France continue de perdre des parts de marché à l'exportation au sein de la zone euro. Le déficit commercial s'est creusé à 84,7 milliards d'euros. Les précisions avec Mohamed Wali Ben Chaben. Le déficit commercial en France s'est creusé de 20 milliards d'euros en 2020 à 84,5 milliards d'euros, selon les données des douanes françaises publiées ce matin. La balance des services enregistre en revanche un excédent record de 36,2 milliards d'euros. Le ministre français de l'économie Bruno Le Maire espère une baisse de l'inflation à partir de la fin de 2022. Nous travaillons sur un scénario principal qui est la baisse de l'inflation à partir de la fin de l'année 2022. Donc nous avons aujourd'hui une inflation qui est relativement élevée, elle est due à un facteur principal, je le redis, c'est le sujet principal aujourd'hui et ça va l'être pour des décennies, l'énergie. Sur la flambée des prix de l'énergie qui est un vrai casse-tête pour le gouvernement français, Bruno Le Maire assure qu'il s'agit du premier problème durant cette période hivernale, mais aussi dans l'avenir. Et il est naturel que lorsque les prix flambent, EDF qui est un service public, contrôlé à 84% par l'État, participe à l'effort auquel l'État a lui aussi participé, puisque je le rappelle, il a renoncé à la taxe sur l'électricité, il a renoncé à 8 milliards d'euros. Donc nous ne sortirons de cette crise, non pas en nous renvoyant des anathèmes les uns contre les autres, mais en travaillant collectivement à des solutions. La flambée des prix d'énergie est le problème économique numéro 1 des mois actuels et des mois à venir. Les experts estiment que cette dégradation en cours depuis 40 ans vient d'une très forte accélération des importations et surtout de la faiblesse des exportations françaises. Et la division spatiale de Lockheed Martin a remporté le contrat attribué par la NASA pour construire la fusée destinée à renvoyer vers la Terre les premiers échantillons martiens dans les années 2030. C'est ce qu'a annoncé l'agence spatiale américaine hier. Cette fusée, petite et légère selon les termes de la NASA, devrait être la première à décoller d'une autre planète. Le rover Perseverance de la NASA, arrivé sur Mars il y a 1 an, est actuellement en train de collecter des échantillons de roches à des endroits jugés particulièrement intéressant par les scientifiques. Le but de la mission, trouver des traces de vie ancienne sur la planète rouge. Et direction l'Algérie pour s'intéresser à une rencontre qui aura lieu demain au ministère des PME-PMI. Une rencontre initiée par Casbah Business Angels, une occasion de présenter des startups à son réseau d'investisseurs nationaux et de la diaspora, ainsi qu'aux membres du ministère délégué chargé de l'économie, de la connaissance et des startups, aux membres du fonds d'investissement national algérien Startup Fund et enfin à son partenaire accélérateur algérien Venture. Et pour en parler avec nous sur le plateau, monsieur Ali Azouz, membre de Casbah Business Angels, et madame Esma Bouheled, entrepreneur social. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau, merci d'avoir accepté cette invitation. Donc Casbah Business Angels a été lancé en 2012. Je vais m'adresser dans un premier temps à vous, monsieur. Le premier réseau indépendant de Business Angels a émergé de l'Algérie. La première question qui me vient en tête, qu'est-ce qu'un Business Angels finalement ? D'abord, je vous remercie pour cette invitation.
Casbah Business Angels a été le fruit d'une frustration du fait que nous, on avait créé Algeria Startup Initiative en 2009 pour aider les jeunes promoteurs de créer leur start-up. Mais l'environnement, à ce moment-là, il n'y avait que, pour le financement, il n'y avait que l'ANSEJ, et l'ANSEJ ne s'y prêtait pas pour les porteurs de projets et d'idées. Donc, on a créé Casbah Business Angels. Qu'est-ce que Casbah Business Angels? C'est un groupe d'entrepreneurs qui ont réussi au niveau national et qui voulaient aider les jeunes pour créer leurs entreprises, les développer et peut-être investir avec eux pour pouvoir faire des profits aussi. Comment est-ce qu'on pourrait, en 2 mots, souligner cette différence entre un business angel et une autre forme d'investissement, comme peut-être les banques ou capital risque? Les business angels dans le monde, et ça a commencé dans la Silicon Valley et un peu partout, investissent plus de 100 milliards de dollars par an dans les startups. Et en Algérie, qu'est-ce que donne le business angel par rapport au financement classique, traditionnel, même les capital investissements? Nous, ce qu'on dit, c'est beyond money, c'est au-delà de l'argent. Parce que l'argent, on a vu des programmes précédemment, comme l'ANSEJ, où l'État a dépensé beaucoup d'argent pour créer des startups. Mais quand il n'y a pas d'accompagnement, la chance de réussite est diminuée. Nous, les Casbah Business Angels, c'est ce qu'on donne au-delà de notre contribution financière, c'est l'accompagnement de ces startups. On leur donne, le plus important, c'est comment créer une entreprise, comment la développer, comment faire une organisation. Et le plus important, c'est leur donner notre réseau de prestataires et de clients. Networking qui est le très networking important qui est le plus important. Et justement, c'est ça le principal. C'est ce qui est prévu demain. Donc, Madame Bouhaired, vous faites partie de ces startups qui seront présentes demain et qui rencontreront justement le réseau de Casbah Business Angels. Qu'est-ce que vous attendez concrètement dans ce genre de rencontre en tant que startup? Tout d'abord, je suis vraiment ravie d'être parmi vous. Donc, moi, ce que j'attends aujourd'hui, c'est comme le monsieur l'a dit, c'est bien leur réseau, car on a bien été formés avant. Donc, on nous a appris aussi à comment négocier avec les investisseurs, comment valoriser son propre projet, et surtout, ils ont pu détecter nos besoins. Donc, on nous a donné les mots-clés, et on nous a donné cette assurance, en fait, pour aller de l'avant, avancer, et surtout, comment parler avec les futurs investisseurs. Les futurs investisseurs, et ça sera une occasion d'en rencontrer demain également. Tout à fait, tout à fait. Très bien. Et justement, des entrepreneurs seront présents demain. Monsieur Azouz, j'aimerais bien qu'on discute ensemble de qu'est-ce qui fait un entrepreneur, quels sont les critères pour être entrepreneur? D'abord, je voudrais juste préciser que demain, c'est une occasion, c'est la deuxième fois qu'on fait parce que nous, le Casbah Business Angels, une fois tous les 3 mois, on reçoit 4-5 projets qui viennent nous pitcher pour voir si les entrepreneurs, les investisseurs sont intéressés par investir dans. Aujourd'hui, on a commencé, c'est le deuxième événement qu'on fait avec le ministère, et c'est dans le cadre de la co-investissement public-privé. Et je pense que cette démarche pourrait aider le pays à avancer un peu plus rapidement, parce que l'État ne peut pas tout faire tout seul, le privé non plus, et s'il s'associe, je pense qu'on a plus de chances de réussir. Maintenant, vous me parlez des entrepreneurs. Nous, les entrepreneurs, je pense que l'Algérie aujourd'hui a besoin des entrepreneurs et des PME parce qu'ils sont essentiels pour la croissance économique. Ils créent des emplois, ils ouvrent de nouveaux marchés et stimulent l'économie. Les entrepreneurs trouvent des solutions aux problèmes. C'est ça le rôle d'un entrepreneur. Il y a un problème de la société ou d'un marché, etc. Et ils trouvent les solutions. Qu'est-ce qui différencie un bon entrepreneur? Ils sont efficaces, ils sont passionnés, parce que quand la porteuse de projet qui est devant moi, elle est passionnée par son projet. Donc, c'est une clé de la réussite. Ils sont passionnés et ils sont résilients. On n'abandonne pas parce que on vit dans une économie un peu difficile avec beaucoup de réglementations, et si vous n'êtes pas résilient, vous abandonnez trop vite. Et persévérant. Et les entrepreneurs voient au-delà de ce que les choses sont aujourd'hui. Ils voient comment les choses devraient être. C'est ça. Et c'est ça la clé. Donc,
Aujourd'hui, nous, ce qui nous manque, on devrait créer plus d'entrepreneurs et autant d'écosystèmes. Parce que Kasbah Business Angels est le seul depuis 10 ans. Je pense qu'on devrait avoir plus de business angels, de groupes de business angels dans toutes les régions du pays. Oui. Et pour résumer, pour conclure, je dirais l'entrepreneuriat est la clé du changement pour ce pays. L'entrepreneuriat, la clé du changement. Et nous avions mentionné plusieurs termes depuis le début de cette interview, comme un business angel, une start-up, un entrepreneur social. Je vais m'adresser à vous, Madame Bouheled. Qu'est-ce qui différencie un entrepreneur d'un entrepreneur social ? Alors, personnellement, mon but, en fait, c'est réellement de réconcilier l'économie circulaire avec le business. Donc, pourquoi ne pas trouver une valeur ajoutée, valoriser, tel que mon projet, par exemple, la lutte contre le gaspillage alimentaire, donner une seconde vie, une seconde chance aux denrées alimentaires. Non seulement on donne une valeur ajoutée à l'économie algérienne, plus, pourquoi pas, aider des personnes, sauver des vies aussi, hein, aider des gens à se nourrir et à quoi subvenir à leurs besoins. À leurs besoins, effectivement, en termes de denrées alimentaires. C'est ça. Exactement. Merci Madame Bouheled et merci Monsieur Azouz d'avoir été présent avec nous sur le plateau. Je le rappelle, Monsieur Ali Azouz, vous êtes membre de la Kasbah Business Angels et Madame Asma Bouheled, vous êtes entrepreneur social et fondatrice de votre start-up. On va parler cinéma avant de se quitter avec les Oscars 2022, une 94e édition qui se déroulera le 27 mars prochain. Les candidats retenus pour la compétition ont été dévoilés ce mardi. Parmi eux, The Power of the Dog, un western sombre et psychologique réalisé par Jane Campion, suivi par Dune de Denis Villeneuve ou encore Side Story de Steven Spielberg. La catégorie phare des Oscars, le meilleur film, compte cette année 10 longs métrages en lice en vertu d'un nouveau règlement. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, un point météo avec Kamel Lamziane Zitouni. Retrouvez Riyad Lahari pour le 13h demain. D'ici là, passez une excellente soirée sur Al24 News.